Peut-être, Myriam, tu voulais nous parler un petit peu justement de comment ça se manifeste un peu ce boycott et des investissements sanctions un peu. Donc là, vous avez reçu une petite brochure parce qu'il y a de l'information, mais généralement, vous le savez, l'appel du BDS a été lancé en 2005. Je ne repasserai pas en détail dessus. Il y a plein d'informations disponibles sur le web, notamment sur le site du PACBI et du BDS Movement. Comme vous avez pu le voir dans le petit document, il y a plusieurs différents types de boycott. Ça laisse une grande place pour un ensemble d'actions, vraiment dans plusieurs milieux. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée de l'EF que oui, c'est une bataille pour l'opinion publique, mais j'aimerais aussi convoquer la dimension éthique, personnelle et individuelle dans la chose. Pourquoi faire le boycott? Bon, oui, pour faire de la pression sur l'État d'Israël, pour qu'il change ses politiques. Aussi, la mise en place de campagnes, par le fait de la mettre en place, par le fait d'être dans la rue, est une forme de sensibilisation, de conscientisation. Ça peut faire un spin-off médiatique, absolument. Puis l'importance de cette sensibilisation-là, c'est aussi l'importance de l'efficacité des actions futures. C'est aussi, pour moi, l'idée de supporter de manière active le boycott, une démonstration de solidarité et de support. Je reviens tantôt, j'ai parlé du spatiocide puis de la désolidarisation entre les différents bantoustans palestiniens, si on peut dire. Et je crois que le fait de savoir, puisque c'est une initiative palestinienne, ça a été appelé par la société civile palestinienne, que des gens un peu partout y répondent et que ce soit transmis aux Palestiniens, ça fait un acte de solidarité qui permet justement de rester soudés autour de la lutte. En ce qui concerne le désinvestissement, bon, la question de dire oui, c'est une signature symbolique, mais en même temps, au point de vue éthique, je ne sais pas qui d'entre vous dispose de fonds de placement, fonds de pension, qui investissent dans des sociétés israéliennes et quel est votre degré de confort avec ça? C'est ce que je veux dire par la dimension éthique tout à fait individuelle. Parce que oui, c'est important d'être dans la rue, mais à un certain point, si vous participez à l'économie de l'occupation, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui vivent sans conflit avec ça, sans conflit intérieur profond. J'aurais pu nous en... Puis, bon, les sanctions, bon, ben, c'est purement un acte politique, mais bon, pour revenir sur le commentaire de monsieur, l'esprit qui anime la campagne BDS, c'est un esprit qui vise l'État en tant qu'institution. Donc, non dans les relations fonctionnelles quotidiennes. Ça n'a pas nécessairement à intervenir. Moi, c'est sûr que je ne peux pas entamer des discussions profondes avec quelqu'un qui nie mon existence. On s'entend. Mais c'est pas quelque chose qui va faire que je vais me distancer ou quoi que ce soit. C'est centré sur l'État. C'est l'État que je veux qu'il change. Bon. I guess if I may say is that there is no individual call. There's no call for the boycott of individuals. Okay, it's boycott of institutions, of products, and obviously cultural symbols. You know, so like when you got the Israeli Army Symphony coming to perform, and they came a couple of years, wasn't it? Something like that, a couple of years ago to perform. I mean, this is part of an Israel. You know, it's a part of a strategy to normalize the presence of Zionist symbols and Zionist power amongst Canadians. You know, it's acceptable for us to sit and listen to the Israeli Army Symphony come and play at the Platz des Arts. You know, that's like actually the height of culture. So, to boycott that and to make a campaign against it, on the one is the ethical thing to do. On the other, it is a very successful. It will trigger a media response, even with 2-3 of us going out and standing outside. So, with the little resources, and you see, I didn't go into. I purposefully
didn't speak about the ethical and the history of BDS and so on, because I expected here everybody to be ready to move on to the next point, because we're trying to address here a lot of people that are busy with their own campaigns of communities and subjects that they're struggling on. I'm sure each one of you comes from a different background on that campaign. And you've got a few moments in your week to show solidarity to another community that is in struggle. And BDS and the strategies that it uses, that's what it has, in the background of the strategy. You need only a few people. It's the least amount of resources, time, and bodies we need to have an effect. It is the most successful because of that. Thank you, Leith. On va revenir à Myriam, puis ensuite Bruce va vous faire. Le petit mot vite, oui, absolument sur la question boycott culturel académique. L'importance de souligner qu'il y a une campagne de boycott quand il y a des événements qui viennent en ville, pour pas justement, comme Leith a dit, la normalisation, pour pas qu'il y ait du washing qui soit rose, vert, bleu, blanche, juste pour souligner qu'on ne peut pas avoir des relations normales avec un État raciste. Point. Puis c'est une des choses que je trouve intéressante de l'atelier. Je vois que c'est très pragmatique l'approche de Leith, j'aime bien ça. J'ai hâte qu'on discute justement de voir comment vous pensez qu'on pourrait intégrer des actions dans la direction ou dans la mouvance du BDS à travers vos différents réseaux. Bruce, est-ce que tu as quelques mots à ajouter pour ensuite on va lancer la discussion, préparer vos questions parce qu'on veut les entendre? Je dirais tout simplement qu'en fin de compte, il y a toujours, grosso modo, deux arguments que les opposants BDS présentent. C'est que, c'est ce que boycotter Israël, c'est de l'antisémitisme. Parce qu'ils présentent comme argument que l'État d'Israël et le judaïsme équivaut le sionisme équivaut le judaïsme, donc l'État d'Israël est la véritable expression du peuple juif. Donc boycotter Israël, c'est de l'antisémitisme. Mais ce qu'il faut comprendre, par exemple, dans l'idée du peuple juif chez le sionisme, c'est qu'on ne parle plus du juif judaïque comme tel. On parle du juif national, on parle de la race. Ce que le sionisme a réussi à faire, c'est de laïciser et ethniser le juif. Donc, on ne parle plus de judaïsme quand on parle de l'État d'Israël comme étant l'expression. Alors, l'antisémitisme, c'est de peindre les Juifs collectivement d'un œil péjoratif et de parler collectivement en termes péjoratifs. Critiquer un État, critiquer l'État de l'Israël, ce n'est pas de l'antisémitisme. Et on ne peut pas faire comme on a fait chez certains commentateurs dans un empire médiatique bien connu qui a fait campagne, en même temps de faire campagne contre Amir Kadir, on fait campagne contre Pajot et contre moi-même, qui ont essayé de tirer un parallèle entre le boycott anti-nazi, disons, le boycott par les nazis des magasins juifs en Allemagne, et de dire que boycotter les souliers de Naot, les souliers israéliens, était la même chose. Ça, c'est foncièrement malhonnête. Il faut pouvoir répondre à des gens qui essaient de prétendre que boycotter Israël, c'est de l'antisémitisme, c'est faux. Deuxième argument, c'est l'idée que le commerce libre équivaut, le principe du commerce libre équivaut le principe de la protection, l'avancement des droits humains.
Parce que c'est ça que on avait des contre-manifestants, on avait devant Naot, qui ne sont plus là. Mais ils venaient tout le temps pour nous dire, mais, et le commerce libre, le droit des commerçants de vendre leurs produits, c'était au même niveau des droits humains. Et donc, on avait aussi des apologistes qui venaient dire, il y a des familles palestiniennes qui travaillent pour Naot. La réponse est pourquoi sont-ils obligés de travailler pour Naot pour des sous-noirs? C'est parce que vous avez détruit l'économie locale. Alors, voilà les arguments, grosso modo, qu'on présente contre le boycott, au moins contre le boycott que nous entamons contre les souliers israéliens, qui sont d'ailleurs fabriqués dans les territoires occupés. Merci. Est-ce que vous avez un peu des questions, commentaires sur ce qu'on vous avez entendu maintenant? Oui, Jean? Bon, mon nom est Jean Léger. Moi, j'aimerais parler de mon expérience personnelle là, concernant mon syndicat. Alors, moi, je suis travailleur de la construction à la CSN Construction. Et puis, bon, c'est un petit syndicat tout de même. C'est autour de 18 000 travailleurs et travailleuses, d'ailleurs. Nous avons un pourcentage tout de même de travailleuses à l'intérieur de notre syndicat. Moi, personnellement, je me suis impliqué auprès de la Palestine plus sérieusement, disons, depuis 3 ans. Et j'ai remarqué que, par exemple, bon, là, j'étais avec la CSN, j'ai l'avantage d'avoir un syndicat qui a tout de même un passé historique tout de même important au niveau de la solidarité avec la Palestine, ce qui n'est pas le cas de tous les syndicats. Il y a la FNEC, par exemple, je dirais la Fédération de la FNEC, les enseignants. Il y a aussi le Conseil central de Montréal qui est très impliqué. Mais nous, à la construction, nous étions comme un enfant pauvre, là, on partait de très loin. Et moi, bon, depuis 3 ans, c'est ça, j'ai fait un travail que je dirais inlassable auprès de ma direction, de mon syndicat. J'ai harcelé, ni plus ni moins que les harceler, parce que je crois que, bon, tout le monde est pris dans son petit milieu syndical, c'est comme une bulle, hein. Alors, pour eux, le temps se déroule dans un espace-temps dans lequel il n'y a rien d'autre que leur convention collective ou les avantages sociaux des travailleurs, tout ça, ou les griefs. Alors, ils fonctionnent comme dans un monde parallèle par rapport à nous. Et pour les sortir de là, alors moi, je les interpelle sans cesse pour dire que, bon, oui, il y a ça, mais il y a pire que ça, là, tout de même, sur la Terre. Et par exemple, ce syndicat-là, c'est dit aussi qu'un syndicat dans lequel tout, en fin de compte, le domaine de l'environnement, par exemple, bon, c'est un syndicat tout de même qui est tout de même proactif au niveau des droits humains dans le monde, tout ça. Alors, moi, je veux le voir de façon tangible, là. Je ne le vois pas présentement. Et c'est pour ça que je pousse ardemment et je dois vous avouer qu'après 3 ans d'efforts, ça commence tout juste là, à poindre au niveau des résultats. Alors, c'est long, c'est des batailles qui sont longues. Et puis, ça va prendre encore probablement quelques années avant de les réveiller assez pour s'en aller vers le BDS. Parce que le BDS, pour eux, là, c'est une grosse marche. Là. Fait qu'ils ne sont pas prêts à la prendre, celle-là. Ils seraient prêts probablement à accepter le fait que la Palestine doit être tout de même un État souverain, côte à côte avec Israël, et vivre dans la paix, et avoir aussi un territoire qui le soit à eux, mais un territoire, pas nécessairement des parcelles de territoire, comme vous avez sur votre document, là, mais un territoire viable économiquement, ce qui n'est pas le cas. Là. Alors, c'est pour vous dire simplement que les batailles vont être longues, puis, mais il faut se battre de façon inlassable, je pense, dans ces circonstances-là, parce que nos adversaires sont très puissants. Jean, on va prendre aussi. Oui, merci. Je conçois bien, comme quelqu'un l'a fait remarquer tout à l'heure, que le boycott d'un État raciste comme Israël ne devrait pas porter atteinte à nos relations personnelles avec nos concitoyens qui peuvent être de confession juive. Mais moi, ça ne répond pas à toutes mes questions, cette façon de percevoir les choses, et je me demande quel est le rôle que jouent les communautés juives au Canada ou au Québec en regard d'Israël. On entend toutes sortes de choses là-dessus. Par exemple, que ce sont de très importants bailleurs de fonds du sionisme, les Juifs de Montréal. Ben, les Juifs de Montréal, c'est déjà une généralisation qui est un peu dangereuse. Alors, comment comprendre
cette réalité. Et c'est vrai, par exemple, que les membres de la communauté ou des communautés juives québécoises ou montréalaises vont plus ou moins forcer la main à contribuer à des fonds qui financent l'État d'Israël ou la colonisation. Et s'il y a, il y en a, la preuve en est présente devant nous, il y a évidemment des Juifs qui ne sont pas de cet avis, qui ne sont pas des racistes qui combattent ces. Mais où sont-ils? Est-ce qu'on les trouve plus dans une communauté quelque part, dans un coin ou s'ils sont plus ou moins noyés, isolés? Bref, nos rapports avec la communauté juive montréalaise ou québécoise et avec les citoyens juifs montréalais et québécois, comment les organiser quand on a tous les jours devant les yeux cet État raciste qui se livre à toutes les exactions qu'on sait? Une grande question. On va laisser Ghislaine, je connais les noms là, des gens qui, des fois, faire un commentaire ou une question, puis on va revenir à répondre à la question qu'on vient d'entendre. Oui. Oui, bonjour. Ce qui m'interpelle, c'est un peu le propos de Myriam quand tu disais sur la question éthique et sur les placements éthiques et qu'est-ce qu'on peut suivre là-dedans. Et je réagis parce que souvent, je ne sais pas si vous avez, on nous considère comme étant des investisseurs. Mais moi, je vous dirais que comme personne, avec les avoirs que j'ai, à part, je veux dire, d'avoir de l'argent à banque puis d'aller en chercher, je ne suis pas une investisseur. Et ce qu'il faut voir, je veux dire, c'est qu'il y a des grands fonds, effectivement, je veux dire, qui vont faire des investissements en Israël et qui vont contribuer, je veux dire, à l'oppression des Palestiniens. Et en ce sens-là, je pense que, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'interpeller ces grandes institutions-là? Les banques, les grandes banques canadiennes et les fonds de solidarité. Et là, au niveau syndical, il y a un rôle qui est à jouer. Parce que, est-ce que les argents qui sont mis, je veux dire, dans des fonds de solidarité, est-ce qu'ils sont investis? Et il me semble que ça, ce serait un biais pour être capable de le faire. Parce que je vais penser juste aux caisses de retraite. C'est vrai que les fonds de retraite, on peut prendre le Teachers parce que c'est le fonds le plus connu, mais on peut prendre des argents de la CARA qui vont être investis. Investis où? Puis mon fonds de pension est là-dedans, mais j'ai rien à dire. On a comme citoyens, on est des payeurs, mais on n'est pas des décideurs et on n'a aucun voix au chapitre. Donc, ça pourrait être des axes. La question que je vous pose, c'est est-ce que ça ne pourrait pas être des façons de collectiviser, dans le fond, une implication pour contrer, justement, puis participer au boycott? Oui, on va... Vous aussi, si tu veux faire un... Juste pour répondre à la question des communautés juives. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de contestations chez les Juifs pour la question d'Israël que depuis des décennies, et surtout chez les Juifs qui sont plus jeunes. On dit, puis on le dit ouvertement, que ce n'est qu'une question de temps avant que les Juifs aux États-Unis, ce qui est la plus grande source du gouvernement américain, la plus grande source d'argent octroyé au gouvernement d'Israël, les jours où le gouvernement d'Israël pouvait compter sur les Juifs américains en général, je ne parle pas de quelques bons qui sont des milliardaires. Les milliardaires vont toujours se ranger du côté du pouvoir de toute façon. Mais les Juifs en général sont de moins en moins du côté d'Israël. Ça c'est une réalité. Maintenant, si je regarde ici au Canada, et on regarde la nature de lobby israélien au Canada, au fond, c'est un tout petit regroupement qui se trouve. Il y a des organisations qui auparavant avaient une certaine indépendance, comme par exemple le Congrès juif, qui n'existe plus dans sa forme actuelle. Ça a même changé de nom, qui maintenant se trouve sous la tutelle d'une organisation qui s'appelle le Center CIGA,
le CIIJA, le Center for Israel and Jewish Affairs. Puis ça, c'est plus ou moins contrôlé par Heather Reisman, le PDG de Indigo Chapters, et son mari Jared Schwartz, qui est le PDG de la compagnie d'investissement Onex, en passant le Nigel Wright, qui était le chef du cabinet de Harper, vient d'Onex, c'était un ancien directeur. Donc, c'est plus ou moins un étroit contrôle de ces organisations. Vu que les médias ne viendront pas parler à des Juifs dissidents comme chez Pajou ou les voix indépendantes juives, mercredi soir, on était devant le Centre des sciences au Vieux-Port, avec plusieurs autres personnes, en manifestant contre l'arrivée du Fonds national juif, qui est l'agence qui administre des terres expropriées en Israël et qui, ici au Canada, jouit du statut d'organisation de bienfaisance. Donc, l'argent des contribuables déductible d'impôts va directement pour subventionner le nettoyage ethnique en Israël. Mais au fond, les communautés juives, oui, plusieurs personnes vont suivre, mais il y a plusieurs personnes qui ne suivent plus. Sauf que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est extrêmement difficile. Ça m'a pris des années pour dire, à un moment donné, moi j'en ai assez, je ne me ferai plus intimider. S'il faut que je renonce à certains amis ou à certains membres de la famille, c'est ce que je vais faire. Mais je suis arrivé à ce point après plusieurs années, et parce que j'avais eu la grande chance de rencontrer un excellent homme qui est devenu mon grand copain et frère palestinien, qui s'appelait Rezek Farage, dont sa fille est à ma gauche. Et ça a changé mon existence, ça a changé ma façon de voir la situation, que j'avais déjà beaucoup de difficultés à voir ça. Et je ne suis pas le seul juif. Dites-vous s'il y a 350 000 juifs au Canada, dites-vous qu'il y a une bonne moitié qui n'est pas confortable avec la politique israélienne et qui n'aime pas Netanyahou. Et qui ne sont peut-être pas aussi bruyants que les autres. Exactement. Merci. Myriam, on va... Oui, les obstacles que tu rencontres dans ton syndicat, question comme ça, qu'est-ce qui t'appuierait? Peut-être à répondre tout de suite, peut-être à répondre un autre tantôt. Suspens. S'il y a des organisations au sein de la communauté juive qui font un travail sioniste, c'est sur ces institutions-là qu'il faut faire la pression et non sur les membres. C'était simplement pour clarifier. Sur la question de Ghislaine, oui. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la pub de la caisse pop sur les portefeuilles éthiques. C'est vrai que ce serait faire d'une pierre deux coups que d'exiger une transparence dans les placements, puis ensuite de demander que justement ça soit fait d'une manière éthique. Justement, sur cette question-là, on sait qu'autour de l'événement même d'Alternative, il y a eu une petite controverse, justement, avec un grand ami de la gauche, Éric Duhem, et entre Éric Duhem, le Fonds de solidarité et Alternative. Je sais que l'AID a beaucoup d'opinions là-dessus et peut-être va commencer une polémique sur cette question-là, mais on va entendre l'AID, puis après on va entendre ce que vous en pensez aussi là-dessus. Well, obviously, we've been kind of building up to talk about this, but we had a very important incident here that allows us to really explore what BDS means and the media battle and the public opinion battle, the battle to get unions and funds to disinvest and so forth. And obviously, the short of it is, this conference was funded by the FTQ Solidarity Fund originally, and Eric Duhem, who is
rabid on every subject that is progressive, not only on Palestine. So he is anti-unions, he's anti-women group, he's anti-everything that is rights in general for all of us. So he happens to be also to be a very adamant, Quebecois Zionist, and has been on the attack on PAJU and the boycott campaigns in Quebec from before. So he attacked, obviously, the conference and the funding specifically of the FTQ Solidarity Fund and asked for them to withdraw their funding, citing the fact that the FTQ Solidarity Fund actually invests in every subject, invests money in companies and states that are working against every project that this conference is working to better. So the issue of oil and extraction resources, international companies that are raping the land everywhere and killing people and so on. This is what the FTQ fund is investing in companies like that. So he pointed that out and said, what are you doing? You're shooting your own investments in the foot, basically. And their response was, within 24 hours, was, yes, you're right, and we're withdrawing our funding, and we actually fund even more companies that are destructive to our multiple communities that we belong to. So, I wrote this article, and I obviously agreed with Mr. Duan. He's right. This conference doesn't actually resemble the actions of the FTQ Solidarity Fund and its investments. It's the opposite of that. And he's right. They can go to, keep themselves together, because actually it's not about Palestine anymore. And this is where Palestine is an important issue. It's a litmus test that allows us always, it seems like in our society here in the West, to speak about everything else. So suddenly the FTQ Solidarity Fund, which was supposed to be progressive, owned by the unions as majority holders of their investment of their pension funds, comes out and says, we're investing in everything against what even the idea of unions are about. It's not about Palestine. The FTQ, as a solidarity fund, it should be targeted ethically for everything, not only about Palestine. Palestine is just one, but it allowed us. Palestine always, when we bring it, open the issue of Palestine in any setting. It allows you to actually see who's really progressive and who's just a talker. Okay. So it's shocking actually to see like that unions like the FTQ Solidarity Fund, funds like that, or the fund of the teachers' unions in Ontario, which is the majority shareholder in CTV Globe Media. And then you see CTV Globe Media attacking, the first to go on the attack when the teachers in Ontario tried to even think about doing a strike. And you're like, how is it that a union owns this station? So it's the same thing with FTQ Solidarity Fund. How is it that this fund, and how is it that Desjardins Bank, which is again majority shares are owned by the unions in our province here, is also investing horribly and doing whatever. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur tout ça? Je sais qu'il y avait une autre... on va laisser quelqu'un qui n'avait pas encore parlé, puis ensuite on va retourner à vous. Je suis tellement stressée quand j'ai parlé de la BSC au micro. J'aurais tellement de choses à dire que là, ça sort tout le temps tout croche. Puis mais c'est ça, en fait, je m'appelle Marie-Oire Labonté. Moi, je m'implique sporadiquement sur mais de façon constante depuis quasiment 10 ans sur la Palestine au Québec. Puis c'est ça, en fait, à part mon nom de famille juif, j'ai pas grand-chose de juif. J'ai pas reçu un héritage, une éducation juive ou quoi que ce soit, mais sur la question des communautés juives, j'ai beaucoup en fait, tu sais, on n'a pas le mot juif de coller dans le front, fait que ça paraît comme pas qu'on est juif, même si on est libre et tout ça, mais je connais beaucoup, surtout des jeunes, là, mais beaucoup de gens, de juifs à Montréal, tu sais, qui militent, mais pas juste sur la question palestinienne, c'est sur aussi
plein d'autres choses, des questions anticapitalistes souvent. Mais chapeau à ces gens-là, en fait, qui font un travail super important à côté des Québécois ou des gens d'origine palestinienne qui viennent à Montréal, parce que leur voix est hyper importante, surtout en réponse à ce qui est justement aux attaques d'antisémitisme auxquelles on fait souvent face quand on travaille sur la question de la justice pour la Palestine. Puis en fait aussi sur la question du BDS puis la Palestine, on l'a pas mentionné, mais tu sais, il existe en fait une réponse à l'appel du boycott qui a été lancé en Palestine, en Israël, qui s'appelle Boycott from Within. Je suis vraiment pas à jour sur ce qui se passe en Israël côté boycott, mais bon, à l'occasion, on voit genre des jeunes se mobiliser, faire des campagnes en Israël pour, dans le fond, faire du boycott de l'intérieur. Puis, tu sais, je sais pas, tu sais, comment dire, de l'extérieur, on a l'impression un peu que, tu sais, Israël, c'est un peu une espèce de société homogène de suprémacistes, genre blancs qui viennent genre de l'Europe, tout ça, mais tu sais, c'est hyper complexe, hyper diversifié comme société. Tu sais, j'ai eu vraiment la chance d'aller en Israël et en Palestine, notamment avec Grosse pour le Forum Éducation en Palestine, puis j'ai des amis israéliens, oui, tu sais, c'est sûr que c'est par un peu affinité, c'est des militants, des militants de gauche, mais tu sais, qui militent à tous les jours, qui vivent eux aussi l'oppression de leur propre société, de leur propre État à tous les jours, et qui disent « aidez-nous, boycottez-nous ». Et ça, c'est important qu'on le dise. Il y a énormément de citoyens israéliens qui incitent la communauté, qui invitent la communauté internationale à les boycotter, même si ça implique que, je ne sais pas, qu'il y a un impact peut-être économique sur leur propre société, mais qui se disent, mais à long terme, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout, genre de subir comme les contre-coups économiques du boycott, si ça peut nous libérer du joug de l'occupation que l'on subit nous aussi, tu sais. Parce que la colonisation, oui, c'est physique, oui, c'est le retrait des terres de la Palestine, mais c'est aussi l'occupation, tu sais, occupation of the mind. Et ça, les Israéliens, ils en souffrent aussi. Donc, moi, les gens qui me disent « Ouais, mais là, on peut pas boycotter parce que, je veux dire, l'État d'Israël a le droit d'exister, tu sais, tes pauvres Israéliens, je veux dire, le boycott, ça implique aussi, genre, faire souffrir des gens. » Mais je veux dire, en définitive, qu'est-ce qu'on... Je veux dire, ces gens-là, ils gagnent aussi. À ce que je pense, en tout cas, c'est mon lieu, mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que moi, dans ma petite existence à Montréal, je travaille dans le milieu communautaire depuis 5 ans. Puis c'est sûr qu'à part militer dans des groupes un peu comme Pajou, des choses comme ça, souvent c'est difficile d'intégrer des questions de solidarité internationale dans des groupes communautaires, mais ça se fait. Puis quand on le fait, comme moi j'ai fait un atelier, en fait je travaille dans Hochelaga Maisonneuve en alphabétisation populaire. J'ai fait des ateliers dans mon groupe. Bon. C'est un peu dur là, de parler comme c'est très abstrait, là, la Palestine, à des gens qui apprennent à lire et à écrire puis qui viennent de vraiment loin, qui sont souvent pas sortis de Hochelaga Maisonneuve, même qui n'ont pas jamais visité le Mont-Royal, tout ça, mais on y arrive. J'ai fait un atelier au PEC, un atelier dans le centre des femmes mais oui, c'est ça. Je prends vraiment... Mais c'est ça. En fait, c'est plus un témoignage pour dire que c'est possible, même dans des milieux hyper loin, genre des questions de solidarité internationale, de faire de la sensibilisation. Puis je pense que Jean il le fait hyper bien. C'est comme un super bon travail. Puis dans le communautaire aussi, on peut être vraiment étonné de la réception que les gens ont de la question palestinienne, c'est ça, en allant les chercher de différentes façons. Merci. Vite fait, 2 questions, puis après, on va finir parce qu'il y a évidemment le grand atelier, la grande conférence qui a lieu bientôt. Puis on pourra faire des échanges un petit peu après, à la fin, si jamais il y a des gens qui ont encore des questions et des commentaires. Alors, oui. Moi, je pense, personnellement, je souhaite une action qui a des effets et pas seulement symboliques. Bon, personnellement. On voit récemment en Iran comment l'embargo a eu des effets. Tout à l'heure, vous avez demandé qui est de... Ben, si je dis je suis d'un parti politique résonne comment? Il résonne bien en termes d'embargo. Est-ce qu'on devrait aller jusque-là? Est-ce qu'on devrait aller jusqu'à demander que notre État politique québécois
ou Montréalaisons et Montréal, se mettent aussi à réfléchir à ça. Ou si on se contente de rester une action citoyenne, qui n'est pas négative non plus. Ce matin, qu'est-ce qu'on a dit? Pour réussir à battre les alénas et tout ça, il faut changer nos modes de comportement. Mais on veut la battre, on ne veut pas juste faire semblant, on ne veut pas juste jouer dans les symboles. Moi, je dis, on devrait aller où? Si je suis avec Amir Kadir, c'est pas juste comme personne, c'est dans un parti politique. Est-ce qu'il faudrait pouvoir aller jusqu'à parler d'embargo? Ça veut dire quoi? On peut se poser cette question, mais je n'ai pas la réponse. Non, non, c'est vrai. Mais vous avez une quelle idée? Merci beaucoup. Oui, bonjour. Moi, j'ai fait garder mes enfants pour venir ici, juste pour la tenue. Mais j'avoue que je suis un petit peu déçue parce que j'espérais du concret. Je suis une personne qui travaille à temps plein. J'ai beaucoup été sensible à ce que Liv disait, la petite chose que moi je peux faire qui me demande le moins d'effort. Je suis une mère à temps plein, je travaille à temps plein, je ne suis pas une militante, c'est-à-dire que je ne suis pas du genre à prendre une affiche dans la rue. Je suis partie en Palestine avec Bienvenue Palestine l'année passée. C'était ma première expérience de militantisme et ce que j'ai vu là-bas m'a confirmé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Un an plus tard, je suis ici, puis j'aimerais qu'on me dise concrètement, y a-t-il une liste des produits qui existent? Y a-t-il quelque chose que je peux dire à mes amis? Achète pas du L'Oréal parce que c'était... Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Est-ce qu'il y a une liste, juste, s'il vous plaît, des outils simples, efficaces que je peux utiliser maintenant? Bien, en fait, il y a justement il y a différents sites web qu'on vous invite à consulter où il y a beaucoup d'informations complètes là-dessus, entre autres le pajoumontréal.org, c'est le site web de Palestiniens Juifs Unis. La coalition va travailler sur justement plus d'outils qui vont être mis à la disposition de la population, des gens un peu partout, comme ça pour voir comment on peut s'impliquer dans le petit livre. Il y a une résolution type, en fait, qui peut être proposée dans des assemblées générales avec la bonne procédure là, d'annonce et tout ça. Vous allez encore entendre parler de la coalition BDS Québec pendant un certain temps au Québec, puis on va essayer justement de travailler là-dessus sur des choses concrètes que les gens peuvent faire. Donc, merci beaucoup d'avoir participé ici aujourd'hui, d'avoir pris le temps de penser et de réfléchir avec nous à la coalition là, BDS Québec. On va espérer vous voir justement, entre autres, dans les réunions et dans les assemblées à proposer des résolutions et des actions pour la campagne. Merci.
On va garder pour Gab. Si vous voulez, on peut juste se mettre. J'ai gardé une place là, j'ai gardé une place là. Non, non, une de plus. Une de plus, c'est ça. De plus? C'est. Ok, c'est bon? C'est bon. Le TV ambulant, c'est ça que ça a l'air. Non, c'est diffusé sur 99media.org, c'est diffusé en direct en ce moment. 99media.org sur Internet. Ah. Est-ce que vous avez vu le Star Live? Je peux l'avoir. Je peux l'avoir. C'est privé, ça? On est un collectif, comment je pourrais dire? On est un collectif de 20 tonnes de membres, puis on touche à tous ces médias, on fait du documentaire, on fait c'est privé, ah oui, c'est privé, donc c'est pas Ah ouais, c'est quoi le nom? 99media.org. Ah, c'est le nom? Bonjour tout le monde, je suis dans une salle de théâtre, j'ai toujours de la
misère à parler au micro. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Je vais quand même voir le micro. Traduction, oui. Il y avait une traduction 1, 2, 1, 2, 1, 2. On va pas besoin de micro alors. Non, il y a pour les traducteurs. Ah, c'est pour les traducteurs. Est-ce que tout le monde, est-ce qu'il y a des gens qui parlent anglais ici? Ah bon, ok, quand même, ça vaut la peine. J'ai quand même le sentiment de m'adresser à des gens qui sont bien informés. J'ai quand même envie de vous dire que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que les gazières sont débarquées dans mon arrière-pays il y a 3 ans. À une époque où je n'étais pas particulièrement militant. La désinvolture, pour ne pas dire l'arrogance et du gouvernement et de l'industrie gazière m'a vraiment piqué au vif, m'a provoqué, m'a indigné. Je me souviens quand le livre de Stéphane Hessel est sorti, Indignez-vous, j'étais content que le testament politique d'un sage de 91 ans porte ce titre-là, ça me réconfortait dans mon indignation. Et même si la victoire n'est pas achevée, n'est pas complète, on peut quand même dire que 3 ans plus tard, la mobilisation citoyenne a imposé le respect à cette industrie toute puissante. Ce qui fait que malgré l'impuissance et la résignation, ou la toute-puissance de nos appelons-les des ennemis, il y a quand même un espoir possible. Et on a le privilège aujourd'hui de recevoir un des très grands porteurs d'espoir, je dirais, dans cette lutte mondiale aux hydrocarbures. J'ai envie de dire que depuis ce temps-là, j'ai constaté à quel point nous étions tous, je pense que sur cette scène ici, même j'ai déjà chanté une dizaine d'années qui s'appelait « Nous sommes drogués ». Drogués au pétrole. Et que l'heure de la cure de désintoxication est arrivée. Et qu'il faut se mobiliser pour qu'elle arrive. J'ai envie de dire qu'au moment où l'industrie gazière débarque, donc il y a à peine 3 ans, on est en train de parler dans le monde des hydrocarbures, on vient de passer le pic pétrolier et que, donc, on nourrit l'espoir que ça va nous pousser naturellement vers le développement des énergies propres. Or, s'il y a une révolution aujourd'hui qui est en train d'avoir lieu, c'est pas celle... Changement de batterie.